les étendues sauvages du Kenya, l'eau est vitale. Sans elle, aucune espèce ne survivrait. Alors que le pays connaît l'une des pires sécheresses de ces 20 dernières années, une équipe de tournage vient découvrir comment les animaux subsistent quand les pluies viennent à manquer. En étroite collaboration avec des spécialistes de la protection animale, ils ont suivi 3 matriarches d'exception qui s'efforcent de trouver eau et nourriture pour leur famille. Car ici, la vie bat au rythme des pluies. Filmer une série animalière n'est jamais facile. Surtout dans le nord du Kenya, où les périodes de sécheresse s'accentuent avec le réchauffement climatique. Heureusement, il y a ici des professionnels qui connaissent le terrain sur le bout des doigts. Et ils ont accepté de guider l'équipe de tournage. On va aller là-haut. Super. Il a d'abord fallu choisir les 3 familles animales sur lesquelles repose la série. L'éléphant, espèce emblématique de la région, était incontournable pour évoquer la sécheresse. Nous sommes au mois de mai, dans la réserve nationale de Samburu. Et les pluies d'avril ont rendu le paysage luxuriant. La rivière Ewasonjiro présente un niveau et un débit importants. La réserve de Samburu est réputée pour ses éléphants. En cette période d'abondance, ils arrivent par centaines pour se désaltérer, se baigner et se nourrir. Rien d'étonnant à ce que Save the Elephants, l'une des principales organisations de recherche et de protection de ces animaux, ait installé son quartier général ici. Elle veille sur eux depuis près de 30 ans. C'est donc à Samburu que l'équipe a décidé de tourner. Elle se compose de la productrice Faith Musembi, du réalisateur et caméraman Justin Purefoy et du chauffeur Samim Safiri. Ils vont collaborer avec l'organisation pour trouver la bonne famille à filmer. Je t'écoute. J'ai le troupeau en vue. Pour ça, ils ont engagé Sumaro Lecharkole, l'un des aînés du peuple Samburu et pisteur d'éléphants. Je travaille pour Save the Elephants depuis une vingtaine d'années. Ils nous ont appris à identifier chaque individu grâce à ses oreilles et ses défenses. Je suis très fier parce que la réserve de Samburu est un endroit unique, surtout pour filmer les éléphants. L'organisation a identifié et nommé tous les groupes familiaux de la réserve.
Avec l'aide de Soumaro, l'équipe de tournage a choisi celui qu'elle va suivre durant les mois à venir. On a décidé de se concentrer sur un troupeau qu'on appelle la famille royale, dirigé par la matriarche Anastasia, parce que c'est l'un des plus étudiés de Samburu et aussi l'un des plus grands. La famille royale est surveillée de près par l'organisation. Mais il n'est pas toujours facile de suivre ses déplacements. Les éléphants sont des animaux nomades qui parcourent des centaines de kilomètres. Save the Elephants a donc équipé l'une des femelles du troupeau d'un collier GPS. Cet outil essentiel pour les actions de conservation s'avère aussi très pratique pour l'équipe de tournage. De temps à autre, l'un de ces colliers cesse de fonctionner. C'est le cas de celui porté par la femelle baptisée Basile. Save the Elephants veut le remplacer, mais pour ça, il faut faire intervenir la vétérinaire Sharon Mulindi. J'ai voulu devenir vétérinaire parce que mon père ramenait tout le temps des animaux perdus à la maison. À un moment donné, on avait 2 chiens, 6 chats, une tortue, des poules, des oies. C'était une vraie basse-cour. La jeune femme travaille pour l'Office kényan de la faune. En partenariat avec Save the Elephants, elle s'occupe de toutes les interventions vétérinaires dans la réserve de Samburu. Pour une intervention sur le terrain, il faut s'organiser et bien préparer à l'avance tous les produits et tout le matériel dont on aura besoin. Ensuite, on peut se rendre sur place pour mener à bien l'opération. Basile va devoir être endormi pour permettre l'accès à son collier GPS. Et ce, au moyen d'une fléchette anesthésiante. Les membres de l'expédition s'approchent du troupeau. Ils vont devoir isoler la femelle pour pouvoir la flécher plus facilement. La seringue a atteint sa cible. Tandis que le sédatif commence à faire effet, certains membres du groupe tentent de l'aider à se relever. Mais leurs efforts n'aboutissent qu'à la faire tomber plus lourdement. L'équipe doit agir rapidement pour la protéger. Pour cela, elle éloigne temporairement le reste du clan. Le temps presse. L'animal doit rester endormi le moins longtemps possible. David Dabalen, le responsable terrain de l'organisation, se charge d'enlever le collier. Je le coupe? Il va falloir. Entendu. Merci. Pendant ce temps, la vétérinaire doit se dépêcher de prélever des échantillons de sang à des fins de recherche et d'analyse. Ouais, c'est bon. Le nouveau collier est fixé. Équiper les éléphants de GPS, c'est vraiment essentiel. Ça permet presque d'être dans leur tête, de savoir ce qu'ils font, comment ils pensent, comment ils prennent leurs décisions. Leur simple localisation nous fournit déjà une foule d'informations. Les déplacements de Basile dans la réserve et au-delà participeront ainsi à la sauvegarde de l'espèce sur le long terme. Les membres de sa famille l'attendent patiemment à proximité. Une fois qu'elle a récupéré, elle peut enfin les rejoindre. Mission accomplie pour David, Sharon et les autres membres de l'expédition. Une contribution au vaste programme destiné à la protection des éléphants de la région.
Dans cette zone, on a entre 30 et 40 colliers. Mais dans toute l'Afrique, il doit y en avoir 300. Les émetteurs GPS permettent de suivre les animaux en temps réel et d'étudier leur comportement. L'unique fonction de ces colliers est de nous permettre de savoir où vont les éléphants. C'est justement ce qui intéresse l'équipe de tournage qui s'apprête à suivre Anastasia et la famille royale tout au long de la saison sèche. Une autre partie de l'équipe se dirige 300 km plus au sud, vers Naboisho, une zone protégée en bordure de la réserve nationale du Masai Mara. Cette zone a été établie en 2010 grâce à l'accord de plus de 500 propriétaires Maasai. Ils ont accepté de modifier radicalement la gestion de leurs terres afin que leur pâturage puisse contribuer au maintien de la vie sauvage. L'endroit abrite désormais l'une des plus fortes concentrations de prédateurs d'Afrique. C'est une famille de guépards que l'équipe cherche à filmer. Mais dans une zone aussi vaste, ces félins sont difficiles à trouver. Il a donc fallu faire appel au guide et pisteur Wilson Mpoya, qui a grandi dans ces plaines et connaît comme personne les animaux qui y vivent. Un guide, c'est un ambassadeur de la faune. On sensibilise les gens en leur montrant la beauté de la nature. J'aime beaucoup observer les animaux, surtout les guépards quand ils courent et quand ils sont avec leurs petits. Wilson sait déjà quelle famille serait idéale à filmer. On cherche Kuleta. Elle aime cet endroit rocheux, mais c'est pas évident de conduire ici. Heureusement, il sait où chercher. Près de cet arbre. Son instinct ne l'a pas trompé. L'équipe a son premier aperçu de la deuxième star de la série documentaire. Une guéparde accompagnée de ses 4 petits. Kuleta est une jeune femelle impressionnante. Elle nous a vraiment fascinés. Il faut dire qu'elle est absolument magnifique. C'est sa première portée, mais elle nous a bien acceptés, parce qu'on était déjà là quand elle a donné naissance à ses 4 petits. Pourtant, les statistiques sont en leur défaveur. En moyenne, seul un guépardo sur 20 parvient à l'âge adulte. Le zoologue Brian Chou travaille pour le programme de protection des prédateurs du Masai Mara. Chez les guépards, la femelle élève seule ses petits, donc ils sont très exposés. En plus, ces animaux sont les moins grands prédateurs de la région comparés aux hyènes, aux léopards et aux lions. C'est pour ça qu'ils sont plus menacés, surtout les guépardos. Les petits de Kuleta se portent à merveille pour l'instant. Mais de nombreux défis les attendent. Car la saison sèche va apporter son lot de dangers et de compétition avec les autres chasseurs de la zone. Maintenant que la charismatique guéparde a rejoint le casting, l'équipe se met en quête du 3e personnage phare de la série. La dernière région visitée est celle de Laikipia, le haut plateau accidenté non loin du mont Kenya. Ici vit une famille dirigée par une matriarche remarquable. Phoenix, un lycaon femelle à l'histoire hors du commun. En 2017,
lors d'une autre grande sécheresse, elle a perdu toute sa meute, victime de la maladie de Carré. Elle est la seule à avoir miraculeusement survécu. Depuis, elle a élevé 6 portées et règne désormais sur un groupe de 17 individus. C'est le centre de recherche Mpala, dirigé par Dino Martins, qui est chargé de la protection des lycaons et de leur milieu naturel. Le lycaon est une espèce qu'on trouve sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Il a besoin d'un territoire gigantesque pour prospérer. Ce qui est essentiel pour ces animaux, c'est d'avoir assez de proies à chasser. Et ces proies ont besoin d'un habitat préservé, avec de l'herbe, des arbres et un écosystème en bonne santé. Une grande partie du travail qu'on fait à Laikipia consiste à trouver comment faire cohabiter dans le même espace la faune sauvage, l'homme et les troupeaux. Étant donné l'immensité de leur territoire, les lycaons sont très compliqués à filmer durant la saison sèche. Phoenix porte un collier GPS, ce qui permet aux spécialistes de suivre plus facilement sa meute. Là encore, ce sera un outil précieux pour l'équipe de tournage. C'est un second caméraman, Jamie Unwin, qui est chargé des prises de vue à Laikipia. Avec son assistant Simon Lima, ils se mettent en quête de la famille de lycaons. Mais ils se heurtent presque immédiatement à un premier problème. Phoenix vient de mettre bas dans sa tanière au cœur des collines et pas question pour elle d'en sortir. Le matin, en général, on allait voir la femelle alpha à sa tanière. Mais l'ennui, c'est qu'on ne savait pas où étaient les autres membres du groupe. Ils étaient en train de chasser quelque part à Laikipia et essayer de les retrouver, ça aurait été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc on est resté coincé au pied de ces collines pendant des semaines. Leur patience finit par payer. Les petits émergent de la tanière pour la première fois. C'est un soulagement. Quand les petits sont enfin sortis, ça faisait 2 mois qu'on essayait d'avoir des images d'eux. Donc, quand on les a vus, on a vraiment eu un sentiment d'accomplissement. Mais la joie de l'équipe est de courte durée. Dès la sortie des petits, la meute se met en route. Et elle est quasiment impossible à suivre. L'équipe était sur le pied de guerre parce qu'il fallait faire beaucoup de hors-piste pour ne pas les perdre. Et quand ils chassaient, ça partait dans tous les sens. On les apercevait, mais impossible de savoir dans quelle direction ils allaient. Donc ils étaient très difficiles à filmer. Si elle ne veut pas se faire constamment distancer, l'équipe va devoir repenser son approche. Nous sommes en juin. Le tournage a débuté depuis 3 mois. Dans la réserve de Samburu, les pluies ont été rares. Et avec l'intensification de la chaleur, le débit de la rivière Ewaso-Njiro se réduit de jour en jour. Mais heureusement pour l'équipe, il y a encore assez d'eau et de nourriture pour les animaux. Anastasia et la famille royale restent dans les parages, ce qui permet de les filmer en train de manger, de se baigner et de jouer.
Mais avec l'accentuation de la sécheresse, la situation va changer. Quelques semaines plus tard, le paysage s'est radicalement transformé. Il n'a pas plu depuis 3 mois. La rivière est totalement asséchée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand la rivière s'est tarie. Avant, la réserve avait un point d'eau et pas de nourriture. Mais là, il n'y avait plus ni eau ni nourriture. Les éléphants sont capables de faire face à de courtes périodes de sécheresse grâce à une ingénieuse technique que l'équipe a pu filmer. Subitement, on a vu les éléphants envahir le lit de la rivière et se mettre à creuser des trous pour accéder à l'eau. Ça en dit long sur le mode de fonctionnement de ces animaux. Ils sont capables de prendre des décisions réfléchies pour survivre. Leur intelligence ne va pas les empêcher d'être durement éprouvés par la sécheresse. Lorsque la rivière n'est plus que poussière, les hommes sont eux aussi obligés de s'adapter. 60 km plus au nord, des bergers conduisent leurs bêtes là où on peut encore trouver de l'eau. On appelle ces endroits les puits chantants. Ils ont été creusés par les hommes pour leur consommation et celle de leurs troupeaux. Tout en puisant l'eau, ils chantent pour leur bétail. Une tradition qui fait partie de la culture du peuple Samburu depuis des siècles. En fin de journée, lorsque les bergers s'en vont, les animaux sauvages arrivent. Cinq éléphants assoiffés attendaient leur départ pour venir boire. Ces 5 mâles vont passer l'intégralité de la saison sèche près des puits chantants. Ils viendront s'y désaltérer tous les soirs. Pour l'instant, hommes et animaux parviennent à se partager sans heurts le précieux liquide. À 90 km plus au sud, à Laikipia, l'équipe de tournage est toujours sur la piste de Phoenix et de sa famille. Jusqu'ici, elle a eu du mal à obtenir des images intéressantes des lycaons. Elle est obligée de parcourir de longues distances en terrain accidenté pour les suivre. Ce qui finit par devenir problématique pour le véhicule et pour son chauffeur, Nelson Kariuki. On vient de tomber dans le lit d'un ruisseau asséché, qui était complètement recouvert par la végétation. Il faudra beaucoup de débrouillardise et un peu de force pour tirer le 4x4 de là. Traquer les lycaons en voiture demande trop de temps et d'efforts. Un changement de stratégie s'impose. Voilà notre arme secrète. Elle est petite mais très efficace.
Filmer les Lycaons d'en haut, ça a tout changé. En étant au-dessus d'eux, on a pu voir comment ils se déplaçaient, ce qui était impossible à faire depuis le sol à cause de la densité de la végétation. Et on a été surpris de voir les énormes distances qu'ils parcouraient. Donc Simon les localisait depuis le sol. Ensuite, il nous donnait leur position par radio et on allait sur place pour les filmer avec le drone. Pour la première fois, on a pu avoir des séquences exploitables. L'équipe peut enfin découvrir comment cette famille insaisissable se déplace durant la saison sèche. Mais à peine ont-ils relevé ce défi qu'un autre apparaît. Quelques pluies sont tombées sur les hauts plateaux du mont Kenya et elles ont alimenté cette portion de la rivière. Les Lycaons semblent vouloir la traverser pour aller sur l'autre rive, plus riche en proies. Pour être sûr de filmer la traversée, l'équipe aura besoin de caméras dans les airs et au sol. Justin et son groupe basé à la réserve de Samburu arrivent en renfort avec de bonnes nouvelles. On vient de croiser des gens dans une voiture qui les ont vus. Super. Oui, ils ont dit « Lycaon, Lycaon ». Les deux équipes se mettent immédiatement en route. On est bloqué par des dromadaires. Lorsqu'elles atteignent enfin la rivière, il n'est pas trop tard. Les Lycaons sont tout près. Tandis que Jamie pilote le drone, Faith suit les Lycaons sur écran pour indiquer leur position à Justin, qui cherche le meilleur emplacement pour les filmer. Faith, tu vois un autre endroit où il pourrait traverser? Oui. Après le tournant, il y a un autre passage vers lequel il se dirige. Il court parallèlement à vous. Justin se met en place à l'instant précis où Phoenix arrive au bord de l'eau avec sa meute. Au même moment, la batterie du drone donne des signes de faiblesse. Oh non, pas maintenant. C'est pas vrai. Allez, traverse. C'est pas profond. Les Lycaons vont avoir la motivation qui leur manquait pour se jeter à l'eau. Des hyènes sont à leur trousse. Ils entrent dans l'eau. Ils vont enfin traverser. Une fois de l'autre côté, les adultes vérifient que les petits ont franchi la rivière sans encombre. C'est aussi un beau succès pour l'équipe, qui a pu filmer la traversée sous tous les angles. Si les hauts plateaux ont connu quelques pluies, dans les plaines de Samburu, la sécheresse est extrême. Il n'y a pratiquement plus rien à manger. Et plus d'eau en surface. C'est une période particulièrement difficile pour les animaux comme pour les hommes. Ils ont dû creuser des puits de plus en plus profonds pour avoir accès à l'eau.
avec parfois des conséquences dramatiques. Un jeune éléphant est tombé dans l'un des puits. Malgré les tentatives désespérées pour le sauver, il s'est noyé. Pour les populations locales et l'équipe de tournage, c'est un coup dur. C'est déchirant de voir des éléphants mourir en essayant de trouver de l'eau. Les habitants sont venus sortir son corps du puits. Il s'agit d'un jeune mâle de 6 ans. Une victime de la sécheresse qui continue à s'intensifier. Dans la nuit, la famille de cet éléphant est arrivée pour lui dire adieu. Il existe des liens très étroits entre les membres d'un même troupeau. Quand l'un d'eux disparaît, ceux qui restent éprouvent une profonde tristesse, comme nous. C'est dur d'être témoin de leur souffrance, comme de celle de n'importe quel animal d'ailleurs. De les voir regarder le corps de leurs proches, ça fait mal au cœur. Les organisations de protection des animaux travaillent avec les populations locales pour empêcher ce type d'accident. Ils aménagent des pentes d'accès au puits afin que les éléphants ne soient pas pris au piège. Il y a une belle relation entre les éléphants et les Samburu. La légende dit qu'ils vivaient autrefois ensemble. Et aujourd'hui, quand un homme ou une femme passe à côté d'un squelette d'éléphant, il rend hommage à l'esprit de l'animal en laissant une branche dans son crâne. C'est un joli rituel qui est très touchant à voir. Plus au sud, à Naboisho, la sécheresse s'intensifie également. Les herbivores se dispersent et la concurrence pour la nourriture est féroce. Kuleta a du mal à nourrir ses petits en pleine croissance. Une énorme pression pèse sur elle chaque jour pour leur trouver à manger. Elle est prête à tout. Et cela débouche sur une situation particulièrement éprouvante pour toute l'équipe de tournage. On ne s'attendait pas à filmer un moment aussi pénible. On précédait Kulela quand on a croisé cette gazelle de Thompson qui venait juste de donner naissance à son petit. Et dès qu'on les a vus, on a compris ce qui allait se passer. La mère s'enfuit et le petit disparaît dans la végétation. Kuleta s'est concentrée sur le bébé gazelle dès qu'elle l'a aperçu. Pendant 10 minutes, elle l'a cherché dans les hautes herbes, tel le grand méchant loup. C'était très dur d'assister à ça, parce que d'un côté, on voulait que les guépardos aient à manger, mais de l'autre, on voulait que le bébé gazelle s'en sorte. Sans surprise, Kuleta trouve le petit. Ce n'est pas facile de voir un bébé gazelle se faire tuer. Mais en même temps, ça a été un enseignement essentiel pour les guépardos. Il fallait qu'ils apprennent à tuer une proie vivante, et c'est ce que leur mère a voulu leur montrer.
C'est un moment de tension qu'on rencontre inévitablement quand on filme des animaux sauvages. Et il faut laisser faire. On ne peut pas intervenir. Donc on a regardé cette scène atroce se dérouler en se disant « ça fait partie de cette nature qu'on aime ». Pour l'équipe, il devient de plus en plus difficile de filmer les tourments des animaux confrontés à la sécheresse. C'était horrible de voir les animaux souffrir. Le paysage était totalement desséché. Quand on était dans les véhicules, on était couvert de poussière parce qu'il n'y avait plus d'herbe pour la retenir. Et on filmait la faune qui essayait de survivre. Je n'oublierai jamais le spectacle de ces animaux cherchant comment s'en sortir au jour le jour. Il n'a pas plu depuis 5 mois. Un phénomène record de par sa longueur et sa sévérité. La population locale est dans une situation dramatique. Cette sécheresse a vraiment frappé les Samburu de plein fouet. Jusqu'à présent, il n'est pas tombé une goutte d'eau. Les animaux meurent. Les buffles, les impalas, les vaches, les moutons, ils meurent tous. On espère qu'il va pleuvoir bientôt. Un groupe de femmes Samburu, dont l'épouse de Sumaro, s'est réuni pour prier et chanter dans l'espoir de faire venir la pluie. C'est une cérémonie exceptionnelle qui n'est organisée qu'en période de sécheresse extrême. Si on a pu filmer un rituel aussi inédit et aussi sacré, c'est uniquement parce qu'on était avec Sumaro et que son épouse faisait partie du groupe de femmes qui priaient. Ça a été un moment très fort pour nous en tant qu'équipe. On était presque de la famille. C'est un privilège unique, car aucune caméra n'est généralement acceptée lors de ce type d'événement. Enduites d'ocre et vêtues de tenues de cérémonie, les femmes marchent et dansent dans le lit asséché de la rivière, en chantant des prières traditionnelles pour favoriser les pluies. C'est leur ultime recours pour tenter de ramener la vie sur ces terres désertifiées. On a été confrontés à la sécheresse pendant quasiment tout le tournage. Mais vers la fin, on a vu les nuages s'accumuler. Donc tous les jours, on s'attendait à ce qu'il pleuve. Mais non. Jusqu'au moment où la pluie s'est enfin mise à tomber. Ça a été un immense soulagement de voir les pluies arriver. Toute la pression est retombée et tous les conflits ont commencé à s'apaiser. On filmait les éléphants à ce moment-là et ils se sont mis à s'asperger de poussière, comme pour fêter ça.
L'une des images qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, c'est celle de cette famille d'éléphants qui était tout simplement heureuse de voir l'eau se mélanger à la terre. C'était magnifique. Avec le changement climatique, le cycle des pluies est en train d'être profondément bouleversé au Kenya, mettant hommes et animaux à rude épreuve. Mais la collaboration entre les populations et les responsables de la protection de la faune laisse présager une cohabitation harmonieuse à l'avenir. Ici au Kenya, on a les zoologues et les professionnels les plus doués, les plus passionnés et les plus investis qui soient. Ils proposent des solutions pour que nous autres Kenyans, nous puissions protéger nos espèces sauvages. Ils sont sur le terrain, ils suivent les animaux, ils les aiment. Et leur passion n'a pas de prix. La rencontre avec ces spécialistes d'exception et l'aventure du tournage ont été une formidable source d'inspiration pour toute l'équipe. Filmer et diriger cette série documentaire, ça a été l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Il est énorme. En passant 8 mois avec ces 3 matriarches, on les a vus s'adapter aux défis qu'elles rencontraient. Et ça a été extraordinaire. Cette série documentaire restera une expérience mémorable parce qu'on a eu la chance de s'impliquer totalement dans ce qu'on filmait et dans l'histoire qu'on racontait, ce qui est rare. En côtoyant ces animaux tous les jours pendant des mois, on a créé un lien très fort avec eux. On a été triste avec eux, on s'est réjoui avec eux et ça restera inoubliable pour moi.